Imaginez que vous êtes un soldat allemand à l'automne 1944. Les Alliés poussent durement depuis l'ouest. Votre unité vient de déborder une position américaine. Des trous individuels, de l'équipement dispersé, des hommes morts en verre d'olive. Et là, gisant dans la boue, se trouve une arme dont vous avez entendu parler. Une arme contre laquelle vos officiers vous ont mis en garde. Une arme dont le bruit, quand elle tire, ressemble à celui d'une mitrailleuse entre les mains d'un seul homme. Vous la ramassez. Elle est plus lourde que votre Karabiner 98K, 4,3 kg d'acier et de noyer américain, mais elle est belle, élégante, moderne, semi-automatique. Vous trouvez 8 cartouches de calibre 30 américain dans une cartouchière de soldats tombés, vous parvenez tant bien que mal à les charger dans le fusil. Vous tirez, le fusil rugit. Vous ressentez sa puissance. Et puis un bruit, différent de tout ce que vous avez jamais entendu venant d'un fusil. Ping! Une petite pince métallique s'éjecte du dessus de la culasse ouverte, fait un saut périlleux dans les airs et atterrit sur le sol à côté de votre botte. Maintenant, le fusil est vide. Vous regardez la cartouchière. Les cartouches restantes sont en vrac, non chargées dans une pince. Et sans la pince, vous ne pouvez pas recharger cette arme. Pas ici, pas sur le terrain, pas sous le feu. Vous venez de ramasser l'arme individuelle d'infanterie la plus puissante de la Seconde Guerre mondiale et vous ne pouvez pas l'utiliser. Voilà l'histoire que nous racontons aujourd'hui. Pour comprendre pourquoi les Allemands ne pouvaient pas utiliser efficacement le M, un Garand, il faut d'abord comprendre ce qui rendait le Garand si extraordinaire et si différent de tout ce qui existait sur les champs de bataille de la Seconde Guerre mondiale. En 1936, lorsque l'armée américaine adopta officiellement le fusil M1 comme arme d'infanterie standard, les armées du reste du monde se battaient encore avec des armes que leurs grands-pères auraient reconnues. Les Britanniques avaient le Lee Enfield. Les Allemands avaient la Karabiner 98K. Les Japonais avaient le type 99 Arisaka. Les Soviétiques avaient le Mosin Nagant. Chacun d'entre eux était un fusil à verrou, ce qui signifie qu'après chaque coup, le soldat devait actionner manuellement la culasse avec sa main, éjectant l'étui vide et chambrant une nouvelle cartouche. Cette action prenait du temps. Elle brisait la position de tir. Elle ralentissait la cadence de tir. Pendant un siècle, cette limitation avait été acceptée comme la nature même du combat d'infanterie. John Garand changea tout cela. Né le jour de l'an 1888 dans une ferme à Saint-Rémy, au Québec, au Canada, Jean-Côme Garand était le fils d'une famille nombreuse qui déménagea dans le Connecticut après la mort de sa mère alors qu'il avait 10 ans. Il devint garçon de métier à Bobine dans une usine textile, balayant les sols, apprenant l'anglais, observant le fonctionnement des machines. Des machines, il apprit la logique des systèmes mécaniques, comment une pièce mobile pouvait en déclencher une autre, comment l'énergie pouvait être redirigée, comment la complexité pouvait être rendue fiable. À l'adolescence, il avait déjà breveté 2 inventions. À la fin de la Première Guerre mondiale, il avait conçu une mitrailleuse légère assez avancée pour lui valoir un poste à l'arsenal de Springfield, dans le Massachusetts, le cœur de la fabrication d'armes américaines. Là, en tant qu'ingénieur civil en chef, on lui confia une mission, créer un fusil semi-automatique pour le soldat américain. Il lui fallut 15 ans. Les exigences de l'armée étaient exigeantes, changeantes et parfois contradictoires. Garand testa conception après conception, modifia prototype après prototype. Il essaya un modèle en calibre 0,276. On lui ordonna de revenir au calibre 0,30. Il essaya un système de gaz puis un autre. L'armée testa ses conceptions dans la boue à Fort Benning, sous la pluie, dans le froid. Des problèmes étaient découverts, corrigés, puis redécouverts. En 1932, il breveta ce qui allait devenir le M1. En 1936, il fut standardisé. En septembre 1937, les premiers fusils sortiront de la chaîne de production à l'arsenal de Springfield. 10 fusils par jour au début. Le cœur de la conception de Garand était son système de culasse rotative à gaz. Quand une cartouche était tirée, les gaz propulseurs en expansion étaient prélevés du canon par un orifice et canalisés vers l'arrière, poussant une tige d'actionnement qui actionnait la culasse, éjectant l'étui vide et chambrant une nouvelle cartouche automatiquement. Le soldat n'avait plus qu'à presser à nouveau la détente. Plus d'action manuelle de culasse, pas d'interruption, pas de rupture de la position de tir.
Un fantassin américain entraîné avec le M, un Garand pouvait tirer 40 à 50 coups précis et viser par minute à une distance de 300 mètres. Le soldat allemand avec sa carabineur 98K était censé tirer peut-être 15 coups par minute et cela était considéré comme rapide. Lorsque les troupes américaines entrèrent en combat aux Philippines en décembre 1941, les Japonais qui subissaient les tirs du Garand furent stupéfaits. Ils rapportèrent à leur commandant que les soldats américains semblaient équipés de mitrailleuses individuelles. Une seule section américaine armée de Garand et d'un fusil mitrailleur Browning pouvait produire le volume de feu que les commandants allemands et japonais attribuaient à une compagnie entière. Le général George S. Patton, un homme peu enclin aux éloges excessifs, qualifia le M un Garand de plus grande arme de combat jamais conçue. Il n'exagérait pas, mais le M, un Garand, avait une caractéristique qui le distinguait de tous les autres fusils semi-automatiques de la guerre. Une caractéristique qui le rendait irremplaçable entre les mains américaines et presque inutile entre les mains allemandes, la pince en bloc. Pour comprendre la pince en bloc du M1, il faut d'abord comprendre comment les fusils semi-automatiques étaient généralement alimentés en munitions dans les années 1930 et 1940. La plupart des conceptions semi-automatiques, y compris les Allemands G41 et G43 et le soviétique SVT-40, utilisaient des chargeurs amovibles. On chargeait les cartouches dans un chargeur, on insérait le chargeur dans le fusil et quand il était vide, on le retirait et on en insérait un nouveau, simple, familier, intuitif. La conception de John Garand était différente, délibérément, résolument différente. L'armée, dans ses exigences, s'était spécifiquement opposée à l'utilisation de chargeurs amovibles. La pensée militaire de l'époque estimait que les soldats ne pouvaient pas être fiables avec des chargeurs amovibles. Ils les perdraient, les endommageraient, les oublieraient. Les Britanniques avaient enchaîné le chargeur du Lee Enfield au fusil pour empêcher les soldats de l'égarer. L'armée voulait un fusil à chargement automatique qui puisse être alimenté par le haut en utilisant un magasin interne fixe. Garand s'exécuta, mais il poussa le concept plus loin que quiconque. Il conçut ce qu'il appela la pince en bloc. Le mot vient du français « en bloc », signifiant d'un seul coup ou comme un tout. Et c'est exactement ainsi que ce système fonctionne. La pince en bloc est une petite pièce simple en tôle, approximativement de la taille de la paume d'un homme. Elle contient 8 cartouches de calibre .30-06 Springfield en 2 colonnes parallèles de 4, empilées ensemble. Quand on charge le Garand, on ne charge pas les cartouches dans un chargeur pour ensuite insérer le chargeur. On presse la pince, cartouche et tout, directement vers le bas dans le récepteur du fusil, à travers la culasse ouverte dans le magasin interne. Puis la culasse se referme par ressort sur la pince chargée, chambrant la première cartouche automatiquement. Tout rentre d'un coup, en bloc. Lorsqu'on tire la dernière cartouche, la 8e, quelque chose de remarquable se produit. Un mécanisme de relèvement se déclenche et l'action éjecte la pince entière à travers la culasse ouverte. La pince vide est éjectée du haut du fusil avec un bruit métallique distinctif. La culasse reste ouverte, verrouillée en position arrière, prête pour une nouvelle pince. Le rechargement est rapide, brutalement rapide. On enfonce une nouvelle pince d'un coup. La culasse se referme par ressort. On est de retour dans le combat. La séquence entière prend environ 2 secondes pour un soldat entraîné. La pince en bloc donnait aux fantassins américains quelque chose qu'aucun autre soldat d'infanterie au monde n'avait. Un véritable fusil semi-automatique qui pouvait être rechargé à pleine capacité en un seul mouvement, sans chargeur à manipuler, sans culasse à actionner à la main. Ce fut une révolution dans la puissance de feu de l'infanterie. Mais la pince créa un problème que personne, ni l'armée, ni John Garand, ni les hommes qui portèrent le fusil, n'avaient pleinement anticipé. Le M1 Garand ne pouvait pas être rechargé efficacement avec des cartouches en vrac. Contrairement à un fusil à verrou, où un soldat pouvait introduire des cartouches individuelles dans un chargeur ouvert à partir d'une pince chargeur, ou même les charger une par une, le Garand nécessitait la pince en bloc. La pince n'était pas seulement un outil de chargement. C'était le cœur du système d'alimentation. Sans la pince correctement insérée dans le récepteur, le Garand ne fonctionnait tout simplement pas comme une arme semi-automatique. Techniquement,
Un soldat pouvait verrouiller la culasse en position ouverte et insérer individuellement des cartouches dans la pince pendant qu'elle était encore dans le magasin. Mais cela nécessitait 2 mains, une pratique considérable et un niveau d'attention délibéré qui était, dans le chaos du combat, essentiellement impossible. Même les soldats américains expérimentés n'essayaient généralement pas. En pratique, le système américain fonctionnait parce que la logistique américaine fonctionnait. Les pinces en bloc arrivaient préchargées avec des munitions, emballées dans des cartouchières en tissu de 6 pinces chacune, 48 cartouches, prêtes à saisir, prêtes à enfoncer d'un coup. Les pinces étaient traitées comme jetables. Quand elles étaient vides, on les laissait tomber. Quand le combat était fini, on en prenait d'autres au point de ravitaillement le plus proche. L'approvisionnement faisait partie intégrante du système. La pince ne fonctionnait qu'à l'intérieur de ce système. Pour un soldat allemand qui venait de ramasser un garand capturé, aucun de ces systèmes n'existait. Imaginez clairement la situation. Nous sommes à l'été 1944. Les forces alliées poussent à travers la Normandie. Les unités allemandes sont sous une pression énorme, souffrant de pénurie, menant combat après combat en retraite. Dans la confusion des lignes de front, il y a des moments, brefs, désespérés, où des soldats allemands tombent sur du matériel américain abandonné. Une position américaine est débordée. Dispersés sur le sol se trouvent des M1 Garand. Il y a peut-être quelques cartouches de calibre 30-006 à proximité. Peut-être d'une cartouchière déchirée, peut-être de la poche d'un soldat tombé, peut-être même une pince en bloc de rechange encore chargée. Un soldat allemand ramasse le garand. Il a entendu parler de cette arme. Il a peut-être ressenti ses effets, vu le volume de feu qu'elle produit, la façon dont les sections américaines peuvent supprimer une section allemande entière avec seulement leur fusil. S'il a beaucoup de chance, il a une pince chargée intacte. Il parvient à comprendre le système de chargement inhabituel. La pince va directement vers le bas dans le récepteur. Il tire. 8 coups plus tard, la pince fait ping et s'éjecte. La culasse se verrouille en position arrière. Et maintenant, il a un problème. La munition standard allemande était la 7,92 x 57 mm Mauser, une cartouche complètement différente de l'américaine .30-06 Springfield. Même s'il avait des munitions allemandes à proximité, elles ne pourraient pas être chambrées dans le canon du Garand. Même s'il avait des cartouches américaines .30-06 en vrac, il n'avait pas de pince pour les charger. Même s'il avait des pinces de rechange provenant de l'équipement d'un Américain tombé, les pinces étaient vides et les charger nécessitait des outils, du temps et un niveau de familiarité avec le système qu'il n'avait presque certainement pas. Le G43, le fusil semi-automatique allemand introduit en 1943, utilisait un chargeur amovible de 10 coups. Il pouvait être réapprovisionné avec des pinces chargeurs allemandes de 5 coups pendant que le chargeur restait dans le fusil. Simple, familier. Il s'intégrait parfaitement dans la logistique allemande. Le Garand ne s'intégrait dans rien d'allemand. Ce n'était pas seulement la munition. C'était tout l'écosystème de l'arme. Le Garand était conçu pour être alimenté par une pince spécifique, d'une conception spécifique, chargée avec une cartouche spécifique disponible dans des canaux d'approvisionnement américains spécifiques. Retirez l'arme de cet écosystème, et elle n'était au mieux qu'une massue très lourde et très bien faite. Les manuels d'armement allemands de l'époque documentaient le M1 Garand. Ils décrivaient ses caractéristiques physiques, sa munition, son fonctionnement de base. Mais la documentation n'est pas la logistique. Savoir ce qu'est une arme ne signifie pas qu'on peut l'alimenter. Et même dans les rares occasions où une unité allemande parvenait à accumuler un stock de munitions américaines .30-06 capturées, la pince en bloc restait le goulot d'étranglement. Les pinces n'étaient pas interchangeables avec un système de chargement allemand. Elles ne pouvaient pas être improvisées à partir de matériaux disponibles sur le terrain. Un armurier allemand rencontrant le Garand pour la première fois aurait dû comprendre la séquence de chargement à partir de 0 et le fusil n'offrait aucun mécanisme évident pour un rechargement partiel. C'était, en un sens, la plus grande caractéristique de sécurité qu'une arme puisse avoir. Pas un verrou, pas un mot de passe, pas un mécanisme compliqué délibérément conçu pour frustrer l'ennemi. Juste une simple pièce élégante de tôle, la pince en bloc, indissociable du système logistique pour lequel elle avait été conçue.
Sortez le fusil des mains américaines, retirez-le de la chaîne d'approvisionnement américaine, et l'arme devenait en très peu de temps inerte. Il y a un mythe célèbre à propos du Garand qui mérite d'être abordé ici, car il est devenu au fil des décennies presque aussi connu que le fusil lui-même. Le mythe du ping. La pince en bloc, lorsque la dernière cartouche est tirée, s'éjecte du récepteur avec un bruit métallique distinctif. Un ping clair et sonore. Les soldats l'ont décrit, les vétérans en ont parlé. C'est devenu l'un des sons les plus reconnaissables associés aux soldats américains de la Seconde Guerre mondiale. Pendant des décennies, l'histoire a circulé selon laquelle ce son était un grave handicap tactique. Que quand un Garand faisait ping, les soldats ennemis savaient que l'Américain était à court de munitions et se ruaient sur lui avant qu'il ne puisse recharger. Cela fait une histoire captivante. Et elle est, selon toutes les études crédibles menées pendant et après la guerre, presque entièrement fausse. Imaginez à quoi ressemblait réellement un champ de bataille. Dans un engagement réel, à une distance réelle, le bruit des fusils, des mitrailleuses, des tirs de mortier, de l'artillerie, des hommes qui crient, des moteurs de véhicules et des explosions créaient un mur sonore si dense et chaotique que distinguer un seul ping, à une distance supérieure à quelques mètres, était essentiellement impossible. L'armée étudia la question du ping et conclut que le son ne pouvait pas être entendu ou distingué à des distances tactiquement significatives par-dessus le bruit ambiant du combat. De plus, considérons la situation tactique. Un soldat qui se retrouve à court de munitions est entouré de coéquipiers avec des armes chargées. La fenêtre entre un Garand vide et un Garand rechargé est d'environ 2 secondes pour un fantassin entraîné. Pour qu'un soldat ennemi entende le ping, identifie sa source et franchisse la distance avant que l'Américain n'ait rechargé, en 2 secondes, il devrait se tenir directement à côté de lui. Le ping n'était pas un danger, c'était une histoire de fantôme. Ce que le Garand était, c'était une machine à la puissance de feu terriblement fiable. L'arme individuelle d'infanterie la plus efficace sur les champs de bataille d'Europe et du Pacifique. Et la pince en bloc, malgré toutes les critiques qu'elle a attirées alors et maintenant, était une part fondamentale de la raison pour laquelle l'arme était si rapide à recharger. L'histoire de la domination du M1 Garand sur le champ de bataille se raconte en chiffres et dans les témoignages des hommes qui l'ont affronté. À la fin de la guerre, environ 5,4 millions de M1 Garand avaient été produits. Ils étaient fabriqués non seulement à l'arsenal de Springfield, mais aussi chez Winchester Repeating Arms. Chaque soldat d'infanterie américain en était équipé. Chaque section de fusiliers américaine pouvait mettre en œuvre une cadence de tir semi-automatique qu'aucune autre armée au monde ne pouvait égaler avec des armes d'infanterie individuelles. En Normandie, des officiers allemands rédigèrent des rapports notant le volume de feu extraordinaire provenant des positions d'infanterie américaines, volume qu'ils attribuèrent initialement à des positions de mitrailleuses lourdes. Ils avaient tort. C'étaient des fantassins armés de M1. Dans le Pacifique, des soldats japonais capturés au début de la guerre décrivirent leur choc face à la puissance de feu américaine. Ils s'attendaient à des fusils à verrou, la même technologie qu'ils portaient eux-mêmes. Au lieu de cela, ils rencontrèrent quelque chose qui ressentait, selon leurs mots, comme être opposé à des soldats avec des mitrailleuses individuelles. Les Allemands, à leur crédit, comprirent la leçon. Ils avaient développé leur propre fusil semi-automatique, le G40E1 et le G43 ultérieur. Mais ces armes furent produites en nombre limité, distribuées principalement aux sous-officiers et à certains fantassins sélectionnés et frappés de problèmes de fiabilité que le Garand n'a jamais eus. La solution allemande, finalement, fut le fusil d'assaut, le Sturmgewehr 44, tirant une cartouche intermédiaire capable de tir automatique. C'était une réponse différente à la même question. Mais le STG-44 arriva trop tard et en trop petit nombre pour changer l'issue de la guerre. Le Garand était déjà partout. Il y a encore une chose à propos de ce fusil, de cette histoire qui mérite d'être dite. John Garand n'en a jamais tiré un sou. 6,12 millions de fusils produits, vendus au gouvernement américain, portés par des millions de soldats, marins et marines américains sur tous les théâtres de la guerre. Une arme qui changea le calcul fondamental du combat d'infanterie. Une arme qui a peut-être, les historiens en débattent, mais beaucoup le croient, raccourci la guerre de plusieurs mois.
Et John Garand, le fils d'une famille agricole québécoise née au Canada, le garçon de métier à bobine, devenu machiniste, devenu ingénieur, devenu le concepteur d'armes individuelles le plus important du XXe siècle, a transféré tous ses brevets au gouvernement américain le 20 janvier 1936. Il reçut son salaire de fonctionnaire. Il reçut la Meritorious Civilian Service Award en 1941. Il reçut la Medal for Merit en 1944. Un projet de loi fut présenté au Congrès pour lui attribuer 100 000 $ en reconnaissance de sa contribution. Il ne fut pas adopté. Il continua à travailler à l'arsenal de Springfield jusqu'en 1953. Il aida à développer le M14 qui remplaça son M1. Il mourut à Springfield, dans le Massachusetts, le 16 février 1974, à l'âge de 86 ans. Il n'y a pas de monument à John Garand sur le National Mall à Washington. Il n'y a pas de musée à son nom. Son nom est connu principalement des historiens, des collectionneurs, des vétérans qui ont porté son fusil à travers la boue, le sang et le feu. Mais chaque soldat américain qui est rentré chez lui après la Seconde Guerre mondiale, chaque homme qui a survécu à un combat parce qu'il pouvait envoyer 8 cartouches en moins de temps qu'il n'en fallait à son adversaire pour actionner une culasse, a porté le génie de John Garand dans ses mains. La domination du Garand perdura après la guerre. Le fusil fut exporté vers les alliés américains à travers le monde, vers l'Allemagne de l'Ouest, l'Italie, le Japon, la Corée du Sud, la Grèce, la Turquie. L'arme que les soldats américains avaient utilisée pour combattre l'Allemagne et le Japon fut remise à l'Allemagne de l'Ouest et au Japon pour leur propre défense pendant la guerre froide. Le M1 resta le fusil de service américain standard pendant la guerre de Corée et ne fut formellement remplacé qu'en 1958 par le M14, lui-même un développement de la conception du Garand avec un chargeur amovible. Les unités de réserve et de la garde nationale le portèrent jusque dans les années 1970. Encore aujourd'hui, le M1 Garand est utilisé par les équipes de tir et les gardes d'honneur. Le Civilian Marksmanship Programme les vend aux citoyens américains. Les collectionneurs les chérissent, les tireurs les emmènent sur les pas de tir le week-end et ressentent dans le poids du noyer et de l'acier quelque chose des hommes qui les ont portés les premiers. Et quand la dernière cartouche est tirée, que la culasse se verrouille en arrière et que ce petit morceau de métal s'envole du récepteur et tombe au sol, ping. Un son que les soldats allemands ont entendu sur 100 champs de bataille et qu'ils redoutaient. Un son qui signifiait qu'un Américain était à court de munitions pendant environ 2 secondes. Puis la pince suivante était enfoncée. La culasse se refermait d'un coup et le combat continuait. C'est ce qu'était le Garand. C'est ce que signifiait la pince en bloc. C'est pourquoi le plus grand fusil de la Seconde Guerre mondiale pouvait être ramassé par n'importe quel soldat ennemi et utilisé par presque aucun d'entre eux. Certaines armes appartiennent aux hommes qui les ont fabriquées. Certaines armes appartiennent au système qui les alimente. Certaines armes appartiennent à la nation qui les a construites. Le M, un Garand, appartenait aux 3, et personne d'autre ne pouvait le leur prendre.